Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, coacher avec succès. Cet épisode ne s'adresse pas qu'aux personnes qui sont coachs, je dirais officiellement, mais aussi aux personnes qui coachent en interne, les managers, les chefs de département, les chefs de projet, qui coachent les personnes avec qui elles travaillent. Bon, le coaching est une activité qui est très demandeuse, qui est très enrichissante quand elle fonctionne, mais qui justement ne réussit pas toujours. Pourtant, on pourrait se dire que tout concourt au succès de l'intervention, puisque on est là pour soutenir les gens dans une démarche de progrès. Donc, ce que je vous propose de voir cette semaine, c'est comment est-ce que, en tant que coach externe, je peux voir au mieux cette intervention et comment est-ce que je peux la préparer au mieux, donc quels sont les facteurs de succès du coaching, et du coup, en tant que coach interne, leader interne, manager interne, comment est-ce que je peux faire pour appliquer ces enseignements. Alors, je vous ai mis la référence sur laquelle je me base dans les notes de l'épisode, c'est une revue scientifique de coaching, écrite par Kilberg en 2021, je crois, qui détermine 8 facteurs de succès du coaching. Alors, je vous donne les 8, ensuite on détaille un peu, et ensuite je prends quelques exemples pour illustrer. Alors les 8 facteurs de succès sont la détermination du client à se mettre sur le chemin du progrès, paraît évident, la détermination du coach à être sur le chemin du progrès, paraît évident mais pas forcément, caractéristiques des problèmes du client, des problématiques du client, structure de l'intervention, relation coach-client, qualité de l'intervention, protocole d'adhérence et environnement organisationnel du coach et du client. Alors je dis du coach masculin parce que je pense à moi. Évidemment, on pourrait dire de la coach et de la cliente. Alors, voyons ces 8 facteurs dans le détail. Premier facteur, détermination du client à se mettre sur le chemin du progrès. Et pour moi, en réfléchissant, j'ai fait une petite rétrospective, je suis allé regarder dans mes notes, toutes les personnes que j'ai coachées, puisque je prends des notes chaque fois avec ce qui s'est passé, je me suis aperçu que ce facteur-là était vraisemblablement un des plus difficiles à évaluer et un des plus impactants, en fait, bêtement. Alors, Kilberg donne 4 éléments à identifier, à évaluer, pour déterminer si le client est prêt à partir sur le chemin du progrès ou pas. Le premier, c'est la conscience de soi. Et c'est vrai que dans certaines personnes que j'ai coachées, eh bien, cette conscience de soi n'était pas forcément là, dans le sens où la personne n'avait pas forcément conscience de ses forces, faiblesses, croyances, présupposés, préjugés. Pareil, l'adhérence à vouloir rester sur le chemin du progrès, même quand c'est difficile, la curiosité, la volonté d'apprendre de la part de cette personne, et puis finalement le courage de cette personne aussi de prendre des risques pour changer ou pour s'améliorer. Donc ce premier facteur, détermination du client à se mettre sur le chemin du progrès, est quelque chose que je dois améliorer au niveau de l'évaluation initiale pour le coaching. Deuxième facteur, détermination du coach à être sur le chemin du progrès. Alors ce sont les mêmes 4 facteurs, mais cette fois qui me concernent moi. Conscience de soi, chez moi ça me parle beaucoup parce que je sais que un de mes moteurs comportementaux, c'est fait plaisir, c'est rend service. Et donc ça m'est arrivé d'accepter des interventions de coaching alors que franchement je les sentais pas forcément au départ. Alors, en parenthèse, ça veut pas dire que le résultat était mauvais, mais je sentais pas cette situation, où je me sentais pas à l'aise avec ce genre de problématique. Adhérence à être sur le chemin du progrès, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous gonfle, et parce que ça arrive, faut pas croire que les coachés ont des saints ou des saintes. On a des fois des gens qu'on coach où c'est difficile, quoi. Donc là, l'adhérence à rester sur le chemin du progrès n'est pas forcément bonne. La curiosité et volonté d'apprendre, chez nous, elle est aussi extrêmement importante pour les coachs.
puisque chaque fois que on a un dialogue avec une personne qu'on coach, on apprend quelque chose sur nous ou sur eux ou sur notre méthode, comment elle fonctionne, comment est-ce qu'elle fonctionne moins bien. Et puis le courage, effectivement, qui de temps en temps m'a manqué pour dire à quelqu'un, écoute, il faut qu'on arrête. Ça m'est jamais arrivé. J'ai compté le nombre de personnes que j'ai coachées sur les 4 dernières années, ça doit être une quarantaine, je crois. Ça m'est jamais arrivé. Ce qui n'est pas bon signe. Statistiquement, ça aurait dû arriver. Que je dise à quelqu'un, écoutez, on peut pas continuer. Donc, détermination du coach à être sur le chemin du progrès, très important aussi pour le succès. Vous voyez que dans ces 2 premiers critères, il s'applique très très bien au coach interne. Si vous avez un collaborateur, une collaboratrice qui n'a pas envie de changer, qui n'a pas envie d'essayer, ça va être compliqué. Et si vous n'avez pas envie de les aider à progresser, ça va être très compliqué aussi. 3e facteur, caractéristique des problématiques du client. Alors ça, c'est quelque chose à laquelle on a été très très vite sensibilisé dans les formations de coaching, en tout cas les 2 que j'ai suivis, c'est que toutes les problématiques sont pas pour nous. Et typiquement, fréquence, intensité, durée de la problématique sont des choses que nous devons évaluer pour ne pas tomber dans des cas où le coach n'est pas armé, n'est pas outillé pour faire face, mais il faudrait plutôt quelqu'un comme un psychologue, psychothérapeute, voire psychiatre. Donc le facteur qu'ils nous ont donné, c'est le niveau de souffrance de la personne, et avec un niveau de souffrance trop élevé, eh bien, risque de ne pas pouvoir être une bonne aide ou un bon soutien. Caractéristique des problématiques du client, il y a aussi le risque pour le client. Si le client joue sa place, dans l'entreprise par exemple, ça peut être très très difficile de coacher qui que ce soit. Et puis évidemment, du point de vue du client, l'attitude défensive, la présence de conflits actuels internes à son équipe par exemple, une émotionnalité à fleur de peau, tout ça rend les problématiques du client potentiellement difficiles pour une intervention de coaching. Ça veut dire que c'est peut-être pas le bon moment, ou c'est peut-être pas le bon coach, ou c'est peut-être pas la bonne intervention. 4e structure de l'intervention. 4e facteur, structure de l'intervention. Là, il s'agit d'avoir une demande très claire. Et ça, c'est quelque chose à laquelle j'attache beaucoup d'importance et que j'évalue souvent relativement bien, puisque on nous a appris, on nous a drillé lors de ma 2e formation de coaching, on nous a drillé pour bien spécifier cette demande, pour être sûr que on soit à propos. Aussi voir les ressources mises à disposition. Si quelqu'un dit qu'il veut un changement complet d'attitude en 3 sessions, ça va pas être possible. Et puis peut-être quelques obstacles identifiés à l'avance pour pouvoir proposer une structure d'intervention. Je pense en particulier au manque de temps. Les gens qui viennent en session de coaching et qui disent j'ai rien eu le temps de faire. Donc là, clairement, c'est qu'il y a un obstacle au niveau de la gestion du temps, ou peut-être de la charge de travail qui est trop élevée et qui ne correspond pas au prérequis pour une intervention de coaching. Pour ces 2 aussi, ça s'applique très bien aux coachs internes. Puisque si vous avez quelqu'un qui fait une dépression, typiquement en interne, vous n'allez pas pouvoir l'aider, il faut que la personne se fasse suivre par un ou une professionnelle. Structure de l'intervention, pareil, coacher quelqu'un en fin d'année, quand peut-être pour vous c'est la période la plus occupée de toute l'année, c'est peut-être pas une bonne idée. Les 4 derniers facteurs, relation coach-client, ou coach-cliente, évidemment important. C'est pour ça que d'ailleurs j'avais fait un épisode sur comment choisir un coach au tout début, dans les 30 premiers épisodes. La confiance mutuelle doit être établie, et c'est autant ma responsabilité en tant que coach que celle de la personne que je vais coacher. Il faut qu'il y ait une tolérance mutuelle aussi, tolérance à l'échec, tolérance à l'erreur, tolérance aux questions, une bonne dose de tact, mais en même temps de tact et de challenge, de tact et de provocation, de part et d'autre, pour faire avancer le schmilblick, et puis de l'authenticité au niveau du coaching. Et là, je sais que j'ai quelques petits progrès à faire pour les raisons que je vous ai citées avant. Qualité de l'intervention, autre facteur de succès. Donc, un niveau adéquat de réflexion, il faut positionner la réflexion au bon niveau, ça c'est ma responsabilité de coach.
On ne peut pas simplement traiter un problème très profond avec quelques échanges conversationnels de base. Il faut vraiment que le niveau de réflexion soit adapté à la problématique. La méthode d'intervention aussi, elle doit être adaptée. Je commence aussi maintenant à intégrer des méthodes un peu plus graphiques ou un peu plus suggestives pour passer outre les couches cognitives de défense et pour arriver directement peut-être à des couches plus profondes. Ouverture du client par rapport à la méthode choisie. De temps en temps, j'ai voulu essayer une méthode, elle n'a pas fonctionné. Peut-être que j'aurais pu utiliser une ou l'autre méthode que j'ai apprise pour pouvoir débloquer. Et puis alors, le timing de l'intervention est très important. Hein, le séquençage des sessions est très important pour qu'il convienne à la personne, à sa charge de travail, à son émotionnalité, etc. Protocole d'adhérence, ça c'est très très important pour les résultats à long terme ou à moyen terme du coaching. Moi je viens faire un coaching, en général ce sont des coachings courts, puisque c'est ma préférence en termes d'intervention, donc je crois que j'ai jamais fait plus que 8 ou 10 sessions. Et oui, c'est court, puisqu'il y a des gens qui font du coaching pendant 1 année ou 2 ans suivis. Et là, en fait, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que les effets du coaching restent. Alors, il faut personnaliser l'intervention, c'est-à-dire qu'il faut utiliser des méthodes, une relation adaptée à la personne que vous coachez. Anticipation et traitement des résistances. C'est pour ça que je vous montrerai quelques questions à poser au début pour voir quelles sont les résistances potentielles pendant la séquence de coaching, donc pendant le coaching. Utiliser la motivation du client ou de la cliente, utiliser ce qui la motive ou le motive à être dans cet effort, et puis évidemment utiliser les forces du client, de la cliente et du coach, les forces de chacun et de chacune. Et en fait, ces 4 facteurs-là vont faire que les résultats risquent d'être plus durables que si on n'a pas utilisé, par exemple, imaginez vous avez une coachée qui est très très bonne en visualisation ou qui aime les choses visuelles. Eh bien peut-être qu'il faut travailler en termes de méthode de résolution, pas tellement sur des choses à écrire, mais plutôt peut-être sur des images à invoquer. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important, puisque comme l'image correspond à une de ses manières préférées de fonctionnement, et bien dans ce cas-là, le protocole d'adhérence, tel que défini, va permettre à la personne de continuer à être dans cet effort-là. Alors que si je lui demande d'écrire quelque chose sur un papier, il le lira peut-être jamais, et peut-être que dans 3 mois, le problème recommencera. Et enfin, le dernier, qui n'est pas le moindre, environnement organisationnel du coach et du client. Alors, mon environnement organisationnel à moi est relativement simple, mais pour le client, ça peut être très compliqué s'il vient d'avoir une réorganisation, par exemple, ou si son chef vient de changer, ce qui peut arriver. Et donc là, ce qui est important, c'est qu'il y ait un soutien à la démarche du coaching de la part du responsable hiérarchique. Alors en interne, ce sera le cas, puisque c'est vous vraisemblablement qui allez coacher, et évidemment de la part des ressources humaines, qui doivent aussi être partie prenante. Dans un cas interne comme dans l'autre externe. Donc, les 8 facteurs, détermination du client à se mettre sur le chemin du progrès, fondamental, détermination du coach ou de la coach à être sur le chemin du progrès, caractéristiques des problématiques du client, seulement coacher sur ce pourquoi le coaching est fait, structure de l'intervention, relation coach-client, qualité de l'intervention, donc bien être sûr que notre manière d'agir et d'intervenir est la bonne, protocole d'adhérence, s'assurer que le long terme est aussi là, et enfin, environnement organisationnel du coach et du client, s'assurer que le soutien nécessaire est présent. Alors 4 exemples pour illustrer, les 4 facteurs qui pour moi sont les plus importants en ce qui me concerne. La détermination à progresser, pour moi c'est celui où j'ai eu le plus de peine, c'est là où je pense que mes coachings ont été les moins bons, avec des personnes arc-boutées sur leurs convictions. Et j'ai 1 ou 2 exemples en tête de personnes qui, soit par historique dans l'entreprise, avec des idées de revanche par exemple, sur un ou l'autre supérieur, ou la direction, personne arc-boutée sur ses convictions parce que c'est pas ma faute, une personne très basée sur de la culpabilité, et donc là, voilà, des résultats qui ont pas été mauvais, mais qui ont de loin pas été aussi bons que ce qu'ils auraient pu être. Relation coach-client, une personne très très méfiante due au contexte, puisque bon, cette personne a fini par quitter l'entreprise dans laquelle elle travaillait, mais je suis arrivé en tant que coach à un moment où c'était un peu le dernier moment.
D'ailleurs, c'est un retour que j'ai fait à la personne qui s'occupait des ressources humaines, parce que arrivé trop tard, la personne ne m'a pas fait confiance. Je l'ai bien senti, hein. Et donc, voilà, le coaching n'a pas donné les résultats escomptés. Qualité de l'intervention. Un exemple concret où j'ai pas utilisé la bonne méthode. J'ai voulu persévérer dans une méthode qui s'est pas avérée la bonne, avec des résultats qui étaient pas au top. Et puis au niveau protocole d'adhérence, eh bien, je mets une certaine fierté à terminer mes interventions avant le nombre de sessions prévues. Et là, j'ai un exemple dans lequel j'aurais dû peut-être faire une session en plus, peut-être deux, pour m'assurer qu'il y avait une certaine adhérence, vraiment, que la personne allait pouvoir continuer dans ses efforts de changement. Du coup, avant le coaching, interne comme externe, quelles sont les questions à poser pour vous assurer que la personne que vous avez en face de vous est prête dans cet effort et identifie les différents obstacles? Alors, il y a 11 questions, je vous les lis sans commentaire. Première question, à votre avis, qu'est-ce qui vous a amené à choisir cet objectif de coaching? Deuxième question, avez-vous déjà essayé de développer ces compétences ou de résoudre ces problèmes? Si oui, que s'est-il passé? Sinon, pourquoi pas? Troisième question, quelque chose vous inquiète-t-il alors que nous commençons cette intervention de coaching? Quatrième question, quelle sera selon vous l'efficacité de ce coaching? Cinquième question, pouvez-vous penser à des problèmes que nous pourrions rencontrer dans le coaching? Sixième question, quelle est la probabilité que des problèmes se produisent pendant le coaching? Septième question, avez-vous déjà cessé d'essayer d'accomplir quelque chose une fois que vous avez commencé? Que s'est-il passé? À votre avis, pourquoi cela s'est-il produit? Huitième question, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour augmenter la probabilité que vous réussissiez et que vous persévériez? Neuvième question, lorsque vous avez été en mesure d'accomplir quelque chose ou de changer par le passé, quelle a été la meilleure façon de le faire? Dixième question, quelles sont selon vous les principales forces que vous appliquez habituellement à tout effort que vous faites pour vous développer ou changer quelque chose dans votre vie? Et enfin, onzième question, lorsque vous avez rencontré des problèmes pour changer quelque chose dans le passé, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour vous pour surmonter ces problèmes? Voilà, 11 questions pour encadrer l'effort de coaching en interne comme en externe, en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Évidemment, vous pouvez personnaliser ces questions ou en prendre un sous-ensemble. Mais je pense que avec ces questions-là, le coach interne comme externe aura une bonne idée de ce qui peut fonctionner ou pas, et peut-être même faire un retour à la personne, voire même à la personne des ressources humaines ou au supérieur hiérarchique, à la supérieure hiérarchique, en disant « on n'est pas prêt pour faire un coaching ». Donc, le coaching, oui, ça marche bien, mais il y a un certain nombre de précautions à prendre, et j'espère qu'on aura pu les éclaircir pendant cet épisode. C'est la fin de cet épisode. Avant la fin, je voulais dire merci, un grand merci en majuscule aux personnes qui laissent des notes et des commentaires. Donc allez sur Spotify, il n'y en a pas encore assez. Allez sur la page de Leadershift sur Spotify et puis cliquez sur la petite note. On vous donne une étoile, ça va vite, ça prend 30 secondes. Sur iTunes, j'ai déjà 9 notes sur iTunes, donc continuez à aller sur iTunes, pareil, c'est très simple. Sur Google Podcast, puisque on est aussi disponible sur Google Podcast, pareil, mettez une petite note. Voilà, donc faites-le aussi, ça prend 30 secondes et ça aide le podcast. Et ça me fait plaisir. Du coup, sans chantage émotionnel, mais ça me fait vraiment plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.